coup, on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est l'hebdo de l'investisseur gaming, le numéro 32. Bon, on n'a pas mis de titre parce qu'il n'y a pas grand-chose cette semaine. C'est assez light. Donc ça fait, pour ceux qui suivent quand même de manière assez fréquente l'oscillo, ça fait quand même quelques semaines que c'est light, on va dire, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'est des cycles. Comme tout dans l'économie, vous avez des cycles de création de valeur, des cycles, des moments où ça bouge beaucoup, ce genre de choses. Bon, moi je pense quand même qu'on va rentrer bientôt là avec la sortie des nouveaux jeux, donc Far Cry, ce genre de choses, donc le catalogue de Ubisoft qui va sortir, avec certains mouvements de certains acteurs. Vous avez eu quand même beaucoup de cash qui ont été levés au Q2 et au début du Q3, donc je pense aussi que ce cash il va falloir l'utiliser. Donc je pense qu'on va rentrer dans un cycle un peu plus violent sur le MMA et sur ce genre de choses, mais là c'est une petite accalmie. Donc comme d'habitude, hein, l'avant-propos, donc toujours la même chose, hein. Tout ce qui est dit ici, c'est à voir vraiment purement comme on décrypte l'univers. Je le décrypte comme moi je le pense. Ça ne veut pas dire que c'est voilà, Dieu qui parle ou ce genre de choses, hein, loin de là. Je peux me tromper. On fait avec des informations, donc des informations que j'ai eues du secteur, de personnes qui sont internes, des informations qu'on a sur de journalistes, ce genre de choses. C'est un regroupement d'informations qui sont censées vous donner une vision du secteur du gaming. Donc voilà, c'est mes propres avis, mes propres analyses que j'en tire, et il ne faut pas investir en prenant tout ce que je dis comme des conseils d'investissement, ce genre de choses. Ça n'est en aucun cas des conseils d'investissement, c'est vraiment, on décrypte la stratégie pour qu'après vous soyez capable d'investir avec le plus de connaissances possible dans le secteur du gaming et dans la vision de ce que je pense doit être une entreprise de gaming qui se développe. Mais encore une fois, j'ai pas la science infuse et je me trompe peut-être. Donc on continue. Et voilà, comme on le dit souvent, veuillez, si vous voulez acheter une valeur, consulter un conseiller financier agréé par l'AMF. Une fois qu'on a fait ce petit brin de légalité, on continue. Donc sommaire, vente console semaine 36, Mario qui s'exporte au cinéma, le gaming mobile en croissance annuelle de 11,2%, puis après parlons gaming et vos questions. Donc peut-être qu'avant parlons gaming, je mettrai une petite pause comme vous avez l'habitude maintenant, la pub d'une minute 30, voilà, et après on parlera, voilà. On a du temps, hein, donc on prendra le temps qu'il faut. En plus, il n'y a pas grand chose à dire ce soir. Voilà, on y va. Petit rappel, essayez d'éviter dans vos questions les questions qui regroupent ou qui recoupent des valeurs qu'on a dans New Tech Insider, dans Carbone Millionnaire, ou dans tout autre service des publications Agora. Si vous avez des questions, si vous voulez mon avis sur des valeurs que vous avez sur d'autres services de publication Agora, ce genre de choses, c'est tout à fait possible, mais il faut que ça reste dans le cadre du service. Donc posez votre question à l'adresse mail de votre service et on vous répondra. Je ferai une vidéo ou ce genre de choses qui sera disponible à tout le monde. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on continue. Donc au niveau des ventes, vous voyez, hein, PS5, Xbox Series et Switch qui sont en réaccélération. Ça c'est plus ou moins normal, c'est parce qu'on réattaque la phase où on va attaquer Noël, ce genre de choses. Donc c'est des cycles où généralement les ventes de consoles remontent. C'est très léger, hein, c'est quelques dizaines de milliers d'exemplaires pour la Xbox Series et la PS5. C'est quelques dizaines de milliers d'exemplaires pour la Switch aussi. Bon voilà, après ça rebat pas les cartes, hein, ça change rien du tout. La hausse est plus ou moins en pourcentage la même pour tout le monde. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, vraiment, voilà. Hop, on continue. Mario qui s'exporte au cinéma. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous explique qu'une des grosses valeurs du secteur du gaming, c'est que c'est un secteur qui est pas encore horizontalisé. C'est quoi l'horizontalisation? C'est-à-dire quand vous avez un secteur, vous avez l'amont, l'aval de votre secteur. Bon bah voilà, vous achetez l'amont, vous achetez l'aval. Donc imaginons, on va prendre un exemple très simple. Vous êtes un éditeur de jeux vidéo, vous allez acheter des développeurs pour pouvoir développer vos propres jeux vidéo et vous allez acheter des sites de vente de jeux vidéo, ce genre de choses, comme Steam, ce genre de choses, et du coup vous détenez toute la valeur du cycle de jeux vidéo. Si vous êtes vraiment dans une volonté d'avoir une licence et qu'elle vous rapporte de l'argent, généralement ce que vous faites c'est quoi? C'est que vous allez l'horizontaliser à plein de choses. Donc vous allez créer des produits dérivés, des statuts, ce genre de choses. Vous allez essayer d'en faire aussi voilà, des films, des séries, des parcs à thème, et en horizontalisant comme ça cette licence, vous lui donnez une puissance dans le temps, parce que ça veut dire que cette licence elle est toujours là face aux gens,
Et ce que vous devez savoir, c'est que dans le marketing de maintenant, une société qui tient dans le temps, c'est une société qui est toujours là. C'est-à-dire c'est très facile de créer une marque, qu'elle soit très connue pendant 2-3 ans, et puis après, c'est l'oubli total. Tout le monde l'oublie. Et ben, par contre, si vous avez une marque qui est tout le temps là, en face des consommateurs, et que les consommateurs n'oublient pas, ça a une valeur. Et ça, pour ça, il faut être tout le temps dans « je rappelle aux consommateurs que j'existe ». Et donc, plus vous avez de support de communication de votre marque, plus votre marque est connue et plus elle est horizontale, plus forcément vous allez avoir de points de contact avec le consommateur et donc mieux votre marque elle est connue et plus elle va durer. Vous avez d'ailleurs des marques qui survivent à la meurtre de leur entreprise. Tout ce qui est frigo, ce genre de choses, c'est la marque est devenue un nom usuel, elle est très puissante, mais l'entreprise qui était derrière la marque est morte. Bon ben voilà. Alors, ce genre de choses, c'est quand même des choses assez folles. Voilà. Après, bon, quand un nom devient trop usuel, créer une marque dessus, c'est une autre problématique. Donc vous devez avoir un certain équilibre. Mais donc là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Nintendo, qui était plutôt quelqu'un qui était centralisé sur les jeux vidéo, les consoles, et qui voulait pas trop en sortir, qui faisait un peu des peluches, ce genre de choses, mais encore très légèrement. Ils auraient pu bâtir vraiment ce qu'a bâti Bandai Namco avec tout un pôle de jeux, voilà, avec des peluches, des jeux, voilà, comme vous trouvez, enfin, des petits bonhommes, des petites voitures, enfin tout ça. Ils l'ont pas fait. Mais depuis quelques années, surtout depuis l'échec cuisant de la Switch, pas de la Switch, de la Wii U, qui était, selon eux, enfin, qui devait être un succès après le succès de la Wii, et qui a été un échec. Ça a poussé un peu une remise en cause chez Nintendo, et on commence à en voir les fruits un peu maintenant avec la diversification sur le mobile, alors que pendant des années, ils ont dit qu'ils n'iraient jamais sur le mobile, et avec l'horizontalisation de la marque qu'on commence à voir maintenant. On vous l'avait montré avec le parc à thème, même s'ils n'ont pas de chance parce que dans les revenus ça se voit pas vraiment, parce que bon, malheureusement on est en plein Covid, donc forcément bon, les parcs à thème vous les remplissez un peu moins, surtout que le besoin de Nintendo c'est d'attirer des gens au Japon pour remplir ces parcs à thème, et comme le Japon est plus ou moins fermé, vous pouvez attirer que les Japonais, donc ça limite quand même votre capacité de remplir le parc à thème. Même s'il a des très très bons taux de remplissage, il est quasiment plein tous les jours. Voilà, il y a quand même des capacités à faire des choses qui sont un peu plus limitatives là-dessus. Voilà. Mais là, ils continuent à exporter. Alors ils continuent à exporter violemment leur marque, parce qu'ils en font un film au cinéma, hein. Donc c'est Mario qui s'exporte au cinéma. Ah tiens, on voit pas le M et le A de Mario, c'est bizarre. Moi je l'ai sur mon écran. Bon, j'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. Donc on continue. Donc c'est Mario qui s'exporte au cinéma. Ça sera fait par Illumination. C'est le studio qui fait Moi Moche et Méchant, pour ceux qui connaissent, Les Mignons, Comme des Bêtes. C'est une filiale de Universal. C'est quelque chose d'intéressant comme choix pour Nintendo, parce qu'ils avaient d'autres choix. Ils auraient pu choisir Pixar et ce genre de choses. Ils ont fait le choix d'aller choisir Illumination. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'Universal, ils sont moins forts dans le cinéma pour enfants que Disney, et ça permet aux deux acteurs de trouver une licence très forte sur laquelle ils pourront bâtir quelque chose dans le temps qui leur donne une importance et qui leur permet un peu de concurrencer, concurrencer Disney. Ce qui est intéressant aussi pour Nintendo, c'est quoi? C'est qu'avec ce film, et ils pensent en faire d'autres derrière, si ça marche, ils vont avoir un catalogue télévisuel, et ce catalogue télévisuel, ils vont pouvoir le monétiser. Et donc vous voyez bien l'importance de ça, c'est tout ce que je vous explique, c'est que les gens comme Netflix et tout, ils veulent se différencier des acteurs comme Disney, qui est un acteur qui détient à peu près toute la chaîne de valeur, en plus de détenir des licences, et donc ça peut les intéresser très fortement de mettre un très gros billet pour être sûr d'avoir le film Mario quand il sortira, parce que tout le monde n'ira pas le voir au cinéma, je pense, hein. Même si à mon avis au cinéma ça fera un très bon carton. L'avantage aussi pour Nintendo, c'est quoi? C'est que dès que ça va sortir au cinéma, ça va driver sûrement les ventes de jeux à côté, parce que les parents vont aller voir le film avec les enfants vont dire ah, tiens, je voudrais bien le jeu, machin, et puis les parents ils sont plus à même de succomber à un achat un peu d'impulsion, ce genre de choses. Donc c'est quand même
très très intéressant. C'est un projet qui avait été annoncé en 2017, donc ça vous montre quand même ce système que je vous dis d'horizontalisation qu'ils ont pensé vraiment avec l'échec de la Wii U, hein, et qui sont en train de développer. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment très très intéressant pour nous parce que je pense qu'il y a une valeur assez importante pour Nintendo à créer, hein, plusieurs milliards de dollars à créer là-dessus. Alors après, est-ce qu'ils seront capables d'aller créer cette valeur et de la capter? Je peux pas vous le dire parce que forcément c'est des choses très très risquées parce qu'on est dans des nouveaux business, il faut avoir de la chance, hein. Combien ont fait un film et ont bidé colossalement, hein, et puis des fois en allant avec le bon partenaire, enfin le bon partenaire. Ubisoft a décidé de faire un film Assassin's Creed qui a pas bien marché et pourtant ils y sont allés avec Disney qui est un des plus grands créateurs de films de tous les temps. Donc même avec le bon partenaire, vous n'êtes pas sûr de réussir votre horizontalisation. Après, plus vous la tenez dans le temps, plus vous essayez de la faire à chaque fois, plus vous avez de chance au bout d'un moment de la réussir. Généralement, les sociétés qui réussissent comme ça, c'est quand même des sociétés qui ont un côté un peu acharné. Parce que vous avez généralement un peu du mal à réussir dès la première fois à faire un blockbuster. C'est... voilà. Après, la licence est tellement importante, les gens attendent ça depuis tellement longtemps que vous avez quand même une capacité, même si le film est pas bon, de faire des très bons scores, à mon avis, voilà. Alors que c'est vrai que la licence Assassin's Creed, les gens qui attendaient le film, c'était quand même des gens qui étaient très liés à la licence, donc qui étaient plus critiques. Et il y en a certains qui ont vu que c'était pas vraiment ce qu'ils attendaient et qui sont du coup pas allés au cinéma, ce genre de choses. Je pense aussi que le lancement, à l'époque du lancement d'Assassin's Creed, c'est pas le meilleur moment pour lancer. Ils auraient dû le lancer avec un jeu ou ce genre de choses pour tirer profit d'une traction entre les deux. Donc voilà. Bon, c'est un autre débat, c'est la stratégie d'Ubisoft et de Disney. Je sais pas si c'est Disney qui a drivé la stratégie ou Ubisoft qui a drivé la stratégie. En tout cas, ça n'a pas marché pour eux. Mais je pense que pour Mario et pour Nintendo, ça marchera. On continue, gaming mobile, du coup, une croissance de 11,2%. Donc, hop. Ça change. Ah si. Bah non, ça change rien. Bon, c'est pas grave. Hop là. Allez, c'est pas grave, j'aurais essayé, ça m'énerve, mais c'est comme ça. Donc, c'est une croissance de 11,2% par an. Bon, bah ça vous montre pourquoi tous les acteurs du secteur sont là, hein. Pourquoi vous avez Ubisoft qui commence à s'y mettre, mais de manière très très petite. Pourquoi est-ce que vous avez Activision qui commence à s'y mettre, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que selon le Newzoo, il y aura une croissance du nombre de joueurs mobiles par an de 6,1% et une croissance du chiffre d'affaires de 11,2%. Donc ça veut dire que, en fait, vous rentrez vraiment dans ce qu'on attendait, hein, c'est-à-dire la hausse de la dépense par joueur. Et cette hausse, si on lit le rapport en détail, elle est drivée par quoi? Elle est drivée par deux trucs très très importants. C'est la hausse du nombre de jeux dits premium. Donc c'est quoi les jeux dits premium? C'est des jeux où vraiment les joueurs vont jouer très très longtemps. Donc des choses comme Pokémon Go avec une vraie licence, ce genre de choses. Donc qui vont faire énormément de chiffres d'affaires. Et c'est des choses bien différentes des jeux qu'on avait avant, avec Gameloft, ce genre de choses. Avec des jeux, on jouait une fois, on l'achetait, puis après on l'abandonnait, ce genre de choses. Ou de tout ce qu'on appelle l'hyper casual gaming, ou le casual gaming dans le mobile, qui sont des jeux où on va jouer quelques temps, puis après on les abandonne, et généralement on va pas dépenser beaucoup dessus. Là c'est vraiment la hausse des jeux dont on joue pendant des années, donc voilà, les Pokémon Go, les Candy Crush, tous ces jeux-là qui sont là depuis un certain nombre de temps dans l'univers et qui ont des joueurs qui sont fidèles et qui dépensent de plus en plus avec le temps. Bonjour Tokenevitz, ça fait très plaisir de te voir. Du coup, on va continuer, maintenant que... Hop, donc on y va, donc voilà, on continue donc... Le CEO d'Activision qui disait il y a plus le mobile est le meilleur moyen d'atteindre de nouveaux utilisateurs avec 3 milliards de smartphones, d'accord? Donc ça vous pose quelque chose. C'est vraiment, faut vraiment vous dire, les consoles c'est un super moyen d'aller atteindre des gens qui sont
qui ont envie de jouer et qui sont prêts à mettre un certain prix. Après, le mobile, c'est vraiment le mass market et vous avez une capacité d'aller viser des gens. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller horizontaliser sa licence au mobile. C'est-à-dire, si vous avez une licence qui touche d'habitude 200 millions de personnes qui sont connues, qui connaissent votre licence, vous allez sur le mobile, vous touchez peut-être 500, 600, 700 millions de personnes. Vous n'allez pas toucher tout le monde qui a un mobile, mais sur des licences très connues comme Pokémon, vous avez un nombre de gens qui ont joué à Pokémon sur mobile qui était très très important, et ça a drivé toute la licence. C'est-à-dire ça a drivé les jeux sur console, ça a drivé les cartes pendant un certain temps, ça a vraiment complètement changé le business de Pokémon Company et amené de nouveaux gens vers Pokémon. Et ça, c'est très très intéressant pour un éditeur, et ça apporte énormément de valeur. Donc, Activision, pendant des années, ça a été plutôt un éditeur de jeux console. Hein. Il faut se dire que Activision Blizzard, ça vient d'une fusion. À la base, Blizzard, c'était un studio qui était détenu par Vivendi, hein, donc voilà. Et ils ont fusionné. D'accord. Vivendi s'est désengagé. C'était pas vraiment le bon call à faire, à mon avis, vu la hausse des actions depuis. Hein. Mais bon, ils se sont désengagés. Sous la houlette d'ailleurs en partie de l'ancien PDG de Vivendi et en partie aussi de Bolloré. Ça vous montre que tout ce qu'on vous vend sur Bolloré, sur les anciens dirigeants, comme quoi c'est des génies, des machins, tout le monde fait des erreurs, hein, parce qu'il s'est désengagé d'Activision, alors que franchement ils auraient mieux fait de garder Activision et de ne pas aller se mettre chez Telecom Italia par exemple. Donc voilà. Donc il faut faire toujours attention, il ne faut jamais croire un manager en disant c'est un génie, le vent va jamais se retourner et tout. Généralement les managers, le vent se retourne toujours un jour et vous avez toujours des nouveaux managers qui sont soit plus intéressants, soit qui ont plus de chance, parce que des fois c'est une question de chance aussi, voilà, ce genre de choses. Donc ils ont commencé il y a quelques années avec le rachat de King Digital à se lancer dans le mobile. Après ils ont commencé à digitaliser, à horizontaliser leur licence justement vers ces supports mobiles. Hein. Donc ils ont commencé avec Call of Duty qui arrive maintenant à 500 millions de téléchargements. Ça commence à être vraiment une licence phare dans l'univers du mobile. Ça drive aussi les jeux Call of Duty, parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui jouaient beaucoup à Call of Duty mobile et qui jouaient beaucoup à Call of Duty sur console, ils dépensaient plus qu'avant quand ils jouaient que à un ou que à l'autre. Donc quand ils arrivent à faire une synergie, en fait, les joueurs qui dépensent sur Call of Duty mobile et qui dépensent sur Call of Duty console, ben en fait, ils dépensent dans les deux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant. Autre point clé, pour les 6 premiers mois de l'année, hein, avec leur partie mobile, hein, donc tout confondu, pas que King Digital, mais vraiment toute la partie mobile, donc c'est-à-dire Call of Duty mobile, ce genre de choses. Ils sont passés d'un CA l'année dernière de 570 millions de dollars à un CA de 734 millions de dollars, donc ça vous montre vraiment la croissance et ils sont qu'à la moitié de l'année. Hein. Donc ils vont largement dépasser le milliard et comme je vous le disais, il y a 5 ans, ils n'existaient pas sur le mobile. Voilà. Ils étaient tout petits. Et en fait, avec un rachat et une mise en place d'une stratégie, ils sont devenus gigantesques. Et encore, leur stratégie, il faut qu'ils la développent. C'est-à-dire, ils ont Diablo qui va sortir sur mobile, ils ont Warcraft qui va sortir sur mobile, ils pensent faire d'autres acquisitions dans le mobile, donc peut-être que dans quelques années, le mobile fera 2, 3, 4 milliards de chiffre d'affaires. Et en fait, c'était quasiment le chiffre d'affaires que faisait Activision il y a 7-8 ans sur les jeux consoles et sur... voilà, c'était le CA que faisait Activision au global il y a 6-7 ans. C'est vous dire, en 6-7 ans, ils vont créer une nouvelle business unit qui fait ce qu'ils faisaient il y a 6-7 ans. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Et ça vous montre vraiment cette capacité, cette volonté que vous avez de vos valeurs d'aller chercher vraiment l'hyper-croissance. Parce que c'est ça qui va vous apporter de la plus-value boursière. C'est-à-dire si vous êtes sur une société qui fait juste 0 ou plus ou moins 0, qui reste stable dans le temps, ça crée rien. C'est pas intéressant. Vous perdez la valeur temps en fait. Plus vous avez de croissance, plus la valeur temps a de pouvoir et de valeur, entre guillemets. Et en fait, votre valeur temps, bon, elle diminue avec le taux d'intérêt. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt montent, la valeur du temps, elle diminue un petit peu. Mais d'un autre côté, si votre croissance, si votre capacité de croître est de plus en plus limitée, bah, les rares acteurs qui ont de la croissance, la valeur temps chez eux, elle monte. Et des business comme ça, vous avez des capacités en quelques années d'aller créer d'autres sous-business qui peuvent valoir des milliards, c'est pas très fréquent. C'est pas très, enfin, c'est même assez rare.
Surtout quand c'est dans toute une industrie, parce que vous prenez Take-Two, ils ont fait la même chose, vous prenez beaucoup d'acteurs qui ont fait la même chose dans l'univers du gaming. Donc c'est pas juste Activision, c'est des génies, ils ont développé un truc de ouf, et les autres, c'est des pipes, donc du coup, c'est Activision qui a pris la part de marché. Non, non, vous avez beaucoup d'acteurs qui ont réussi à capter, c'est juste que le marché, il est tellement puissant, il a tellement offert à l'univers du gaming de croissance, de choses comme ça, que tout le monde a été la capter. Et donc ça, c'est très très intéressant quand vous êtes investisseur, parce que ça veut dire que même si votre management, il est moyen, ou qu'il est bon, ce genre de choses, bah, il va vous donner une valeur qui est exceptionnelle, parce que le marché, il est exceptionnel. Donc vous allez essayer toujours d'aller chercher ces marchés exceptionnels. Même si généralement, ces marchés exceptionnels, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont chers. Il ne faut pas non plus les surpayer. On continue. Bon, donc dans le Parlons Gaming, on a deux petites news. Hein. Donc on a Misfit Gaming, qui est une entreprise qui lève 35 millions de dollars sur des valorisations très très hautes. Pour ceux qui me suivent dans le gaming, j'avais conseillé d'acheter à l'époque du Fnatic, qui était sur la plateforme de financement Crowdcube, hein, donc il y a un an à peu près. Non, un peu moins, 6 mois, je sais plus. Misfit, c'est un peu plus gros que Fnatic, mais pas beaucoup plus gros. Ça vaut largement plus de 100 millions de dollars et c'était ce qu'on avait payé pour nos actions Fnatic. On avait payé un peu plus de 100 millions de livres, donc ça fait 120 millions de dollars et là sur Misfits on est largement au-dessus. Et c'est des équipes qu'on peut juger plus ou moins équivalentes, même si on peut dire que Misfits c'est une équipe américaine, donc il y a une prime à l'Amérique, c'est un tout petit peu plus gros sur certains jeux, donc voilà. Mais ça mérite pas 3 fois la prime comparativement à Fnatic. Hein. Et ils sont beaucoup moins avancés sur la diversification que les Fnatics. Donc ça vous montre vraiment la valeur qu'il y a à faire et aussi pourquoi c'est intéressant d'aller essayer de chercher cette valeur absolument partout. Là en l'occurrence on a été la chercher sur une plateforme de crowdfunding, vous avez énormément de moyens d'aller chercher les belles sociétés et quand vous êtes un chasseur de belles sociétés je pense qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à la bourse. Après attention, hein, allez pas mettre 50% de votre portefeuille sur des sociétés qui sont bloquées et dont vous ne pouvez pas vendre les actions et tout. Même si de plus en plus quand vous allez sur le crowdfunding vous avez des capacités de revendre vos actions et vous avez une liquidité qui est apportée par certaines typologies d'investisseurs, mais par contre cette liquidité elle a un coût, généralement elle a un coût qui est très élevé au niveau par rapport à la valeur réelle de la société, vous vendez avec une sacrée décote, donc c'est pas forcément très intéressant, mais c'est très bien si vous avez une diversification à faire, que vous voulez aller sur certains secteurs qui sont vraiment assez nouveaux, d'aller sur ces plateformes et d'investir sur des tout petits tickets. Hein. Moi je vous conseille de jamais dépasser 0,1% de votre capital, hein. Jamais. Même si vous devez multiplier les tickets, préférez multiplier les tickets en ayant une analyse très scrupuleuse de la société quand vous l'avez faite, parce que l'avantage en fait dans le crowdfunding et même dans l'investissement en startup et tout, c'est que vous allez analyser la boîte quand vous allez investir, puis après plus ou moins vous allez recevoir des infos de la boîte. Si vous avez un impact opérationnel, tant mieux, vous allez essayer d'influer les stratégies de la boîte, puis ça va vous apporter des compétences que vous mettrez dans votre CV et tout ça. Donc ça va vous apporter quelque chose en plus du retour sur investissement de la société. Et si la société fait faillite, ça vous a quand même apporté des compétences qui sont monétisables. Donc c'est intéressant. Mais après, l'autre gros avantage du crowdfunding ou de l'investissement en startup, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez analysé la société, il y a plus grande analyse à faire. C'est-à-dire que moi, je continue à analyser des boîtes qui sont des boîtes qui me rapportent énormément d'argent. Donc, je continue à analyser le secteur, par exemple, des fintech parce que j'avais voilà, Monzo, Revolut, toutes ces boîtes-là, GoHenry et plein d'autres en portefeuille. Donc j'étais énormément investi sur le secteur, donc il fallait que j'analyse pour comprendre si j'avais fait les bons choix, ce genre de choses. Mais après voilà, quand vous avez investi en crowdfunding ou ce genre de choses, vous pouvez vous dire j'ai fait ma première analyse, j'ai mis mon ticket, c'est un pari, voilà, j'ai fini. Alors qu'en bourse, vous êtes tout le temps dans l'analyse de votre dossier parce que justement, comme vous avez cette liquidité, vous avez la possibilité, si vous pensez que le dossier va dans le mauvais sens ou dans le bon sens, de renforcer ou de liquider la position. Et donc ça vous oblige à pas avoir un trop nombre de dossiers, sinon en fait vous passez tout votre temps en bourse, quoi, comme moi. Et la plupart ici, vous avez des emplois et tout, et donc vous pouvez pas passer tout votre temps en bourse. Bon bah voilà, c'est un avantage du crowdfunding, je le dis pourquoi, parce que plein de fois j'ai eu des gens qui me disent mais Arthur tu te rends compte, je fais déjà de la bourse, si en plus je fais du crowdfunding et analyser les dossiers, je leur dis bah écoutez vous prenez, vous dites vous analysez 4 dossiers par mois, en vous disant que vous voulez faire une analyse vraiment
De toute façon, quand vous analysez des startups, vous n'aurez pas des bilans détaillés. Et puis même si vous avez des bilans détaillés, bon, bah, quand vous allez voir que la société elle gagne 10 millions d'euros, voilà, bon, elle gagne 10 millions d'euros, voilà. Voilà. C'est pas la comptabilité d'ArcelorMittal à analyser, quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, je pense que quelques dossiers par mois, c'est facile d'analyse. Je vous conseille au début de le faire plutôt sans investir, vraiment pour l'attrait intellectuel, et après quand vous sentez un peu mieux, que vous avez compris un peu les questions, que vous avez vu, surtout essayez d'aller voir les anciens pitchs de start-up pour définir un peu les red flags qui sont un peu différents de ce que vous avez en bourse, de ce genre de choses. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez investir et ça vous permet de vous diversifier et d'aller sur des nouveaux marchés qui sont des marchés intéressants. Vous avez aussi autre chose, vous avez le producteur d'Overwatch, donc c'est un jeu d'Activision, Shaco Sony, qui a quitté Activision. Bon, bah, c'est dans la droite ligne de plein de soucis RH chez Activision. Il y a eu des soucis en interne, ce genre de choses. Bon, après, c'était quelqu'un qui était là depuis un certain temps, qui voulait partir aussi, il l'avait déjà dit. Donc, c'est une conjonction de facteurs qui fait que, voilà. C'est intéressant pour Activision parce que ça montre vraiment qu'ils ont la capacité de sortir les gens. Et je vous l'explique un peu que sur Ubisoft, la problématique, elle se situe un peu là. C'est que comme ils n'ont pas montré qu'ils étaient capables de sortir tout le monde en temps et en heure, ça commence à leur retomber dessus. Et donc, ça peut devenir problématique. Et au passage, il a affirmé qu'Overwatch 2 était tout proche d'être finalisé. Donc ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont dit qu'ils avaient des petits problèmes au niveau du fait de respecter les deadlines pour la sortie des jeux. Donc ça veut nous dire que chez Activision, la deadline de sortie d'Overwatch 2, elle va plutôt être respectée. Donc c'est une bonne chose. N'hésitez pas à me dire, alors est-ce qu'il y a des questions? On va voir les questions tout de suite. Donc je vais m'occuper de ça pour pas que vous l'ayez. On va mettre la publicité. Si vous voulez vous abonner à New Tech Insider, c'est juste en bas. N'hésitez pas, ça vous coûtera 59 €, jamais plus cher. Situation spéciale sur SMCP en ce moment. Une OPA semble probable. Qu'en penses-tu? Alors, je vais commenter. Alors, c'est assez simple. Enfin, assez simple. Moi, j'ai eu du mal à la comprendre au début. Je vous dis, hein. J'étais plutôt vendeur SMCP, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. J'ai été étudier la chose. En fait, le concurrent chinois, comme beaucoup de concurrents qu'il y a en Chine, vous avez un manque de capital en Chine, la plupart du temps. Et vous avez une volonté des managements de souvent pas trop se diluer. Donc souvent, ils font beaucoup de dettes, mais ils vont asseoir leurs dettes sur leurs actifs et donc sur leurs actions. Et du coup, la problématique qu'il y a, c'est que quand ils font faillite, les créanciers récupèrent l'actif et puis voilà. Et ça s'est déjà produit plusieurs fois. Ça s'est produit il n'y a pas longtemps sur Baccarat qui a été repris. Ça s'est produit sur un nombre incalculable d'actifs ces dernières années. Parce que les Chinois ont tendance à être très très agressifs dans leur rachat. Donc là, c'est une société chinoise qui s'appelle Ruri, qui est une société de luxe. Hein. D'accord, qui s'est surendettée pour acheter des actifs dans l'habillement et qui a eu un 2020 compliqué et qui du coup n'arrive plus à rembourser ses dettes. Et du coup va perdre le contrôle des SMCP. Et du coup ce que la bourse fait, et ce sur quoi la bourse parie, c'est que les détenteurs de fonds, enfin des détenteurs d'obligations d'obligations Shopopop, qui est ShopTop, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, la holding qui détient les actions SMCP, mais un truc comme ça, ils sont regroupés dans un véhicule qui est géré par un cabinet dédié, d'accord? Donc ils ont une volonté commune et que, en fait, eux, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est quoi? C'est dire, on a le contrôle opérationnel des SMCP parce qu'on a plus de 30% du capital. Donc si vous nous rachetez nos titres, vous êtes obligé de faire une OPA et ils vont essayer d'aller trouver un groupe du secteur qui a une volonté de faire une OPA sur SMCP et de récupérer SMCP. C'est un peu plus simple. Pourquoi? Parce que SMCP, c'est une société qui était assez basse en bourse, en valorisation, parce qu'elle s'est introduite à plus de 20 € et là, on est à 7 € et elle était quasiment à 5 €. Donc, c'est quand même des choses qui sont intéressantes pour un certain nombre d'acteurs. Vous avez la banque Rothschild qui a été mandatée pour gérer ça. Donc, il va falloir regarder comment ça se passe. La question, c'est quel est le prix? Je pense que 20 € quand ils sont introduits, c'était un très bon prix pour eux, pour l'introduction des SMCP, ça les arrangeait bien, ils ont introduit très cher. J'ai du mal avec certains analystes parce que Sandro, Maj, Pirlo, De Fusac et tout, c'est des marques du luxe, mais c'est quand même le luxe accessible, donc c'est du luxe
Dans le luxe accessible, la vitesse de rotation des marques elle est un peu plus rapide, c'est-à-dire que vous n'avez pas des marques comme Gucci ou comme Hermès qui sont là depuis 100 ans et qui existent encore. Vous voyez, c'est des choses qui ont tendance à vite changer. Voilà, vous aviez des marques en Espagne pendant un certain temps, hein, à l'époque où c'était la frénésie immobilière, il y avait beaucoup de marques de semi-luxe comme ça qui étaient dans des prix entre 300 et 1000 euros. Comme Bimbo by Lola, ce genre de choses, et c'est des marques qui avaient une croissance fulgurante et qui ont quasiment pour la plupart explosé. Donc il faut faire attention. Après SMCP c'est quand même des choses qui sont là depuis un temps assez certain, donc c'est quand même des actifs qui ont une meilleure qualité que des marques de luxe qui sont créées les 5 dernières années et qui ont une croissance fulgurante et qui risquent d'exploser en plein vol. Hein. Ça effectivement. Par contre, ce qu'il faut voir et ce dont il faut faire attention, c'est que pour les obligataires, leur but va être de maximiser ce qu'ils vont gagner sur l'opération et donc à minima de retrouver ce qu'ils ont prêté à l'actionnaire principal. Ils n'avaient pas prêté pour une valeur de titre. J'ai vu le calcul passer, je crois qu'ils avaient prêté pour une valeur de titre qui était à peu près vers 7 euros. C'est-à-dire pour gagner de l'argent, il faut qu'ils revendent le truc au-dessus de 7 euros. Donc je pense que peut-être on peut trouver un acheteur entre 8 et 9, peut-être plus cher si on est vraiment très très agressif. Après vous avez deux questions qui se mettent en place, c'est qu'est-ce que l'acheteur va demander comme condition, parce que l'acheteur peut très bien dire je vous achète les titres, mais je ne vous les achète que en lançant une OPA et que si l'OPA je réussis à avoir 90% des actions. Donc ce qui peut se passer, c'est en fait un mécanisme en deux fois, c'est-à-dire le groupe qui veut acheter SMCP dit je suis prêt à acheter les actions du véhicule, je vais payer 9 euros, mais par contre je ne vais pas acheter les actions du véhicule, je vais juste lancer une OPA à 9 euros. Si j'obtiens plus de 90%, je mène à bien l'OPA, si j'obtiens pas les plus de 90%, je ne fais pas l'OPA. Donc il y a quand même des risques d'exécution qui sont quand même importants. Voilà. Moi je suis pas du secteur, j'ai du mal à modéliser la valeur, ce genre de choses de l'actif. Je pense qu'opérationnellement on souffre toujours des difficultés de son majoritaire, même si chez SMCP ils vous disent non, notre majoritaire il peut mourir, on peut vivre sans lui et tout. C'est quand même le majoritaire qui avait fait décoller les ventes de l'entreprise en Chine et qui avait permis à l'entreprise d'avoir des points de vente en Chine efficacement, les meilleurs points de vente, ce genre de choses. Donc moi j'ai toujours des doutes quand un majoritaire va pas bien. Je me dis toujours que la carotte peut être pour descendre. Vous avez toujours le problème du fait que SMCP est accusé d'avoir fabriqué ses vêtements dans des camps de travail d'Ouïghours. Ça c'est le genre de choses que je déteste. Pour des raisons ISR, pour de multiples raisons, mais aussi en grande partie parce que je pense que c'est du risque incontrôlé et qu'on ne sait pas vraiment de combien peut être l'amende, quoi. Ça peut être 1 million, ça peut être 10 millions, ça peut être 100 millions. Demain, il y a une grande star qui reprend et qui en fait un tweet. Est-ce que les ventes vont pas s'effondrer, ce genre de choses. Je trouve ça compliqué. C'est un secteur que je maîtrise pas assez pour avoir une marge de sécurité. Pour tout vous dire, c'est un acteur que j'aimais bien et que j'aurais bien acheté à 4 euros. Moi, j'aurais bien voulu l'avoir à 4 euros. Malheureusement, il est explosé avant d'atteindre 4 euros. Mais à 4 euros, je trouve que la marge de sécurité était très importante. Avec la reprise de la croissance en Chine, les réouvertures de magasins, ce genre de choses. Voilà, mais manque de peau, ça y est pas allé. Mais après, je peux pas vous en dire plus parce que je suis pas un spécialiste du secteur. Tac. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Alors, MMA Matt qui nous dit Hello Arthur, vois-tu des choses intéressantes dans les métriques de Claranova comme comment évolue la division? La division. Les métriques de Claranova, je vois rien de bien ouf. Hein. Je vous dirais même que je trouve que, si on regarde les DL ou ce genre de choses, on est plutôt sur des choses qui sont descendantes. Après, il y a des choses très très intéressantes avec des pays qui sont partis à la hausse très violemment. Donc c'est sûr que de toute façon, quand vous avez converti et que vous avez quasiment un anglais sur deux qui a DL votre application,
Bon, et vous pouvez pas faire 3 millions de DL chaque mois en Angleterre, sinon ça veut dire que tout le monde vous a téléchargé, vous enlève et vous retélécharge. Et généralement, vous voulez pas que les gens vous enlèvent parce que ça veut dire qu'ils vont pas consommer. Donc il y a quand même des choses intéressantes sur les métriques de Planet Ark. Ils sont en train de faire des choses intéressantes sur certaines business units. Voilà, donc c'est des choses qui sont à suivre. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur AvantQuest, là, aller chercher la valeur, c'est quelque chose de très intéressant. Je suis pas tout à fait d'accord sur comment ils ont mis en place le financement, hein. Pour ceux qui me suivent, hein, j'avais participé à faire capoter la première offre sur les minoritaires. Alors j'avais expliqué à l'époque à Cesarini que le problème c'est qu'ils nous obligeaient à voter un truc où entre guillemets on donnait 15% du capital de la boîte à nos minoritaires canadiens, et ces 15% du capital, les Canadiens ils étaient obligés de voter ce que Cesarini voulait. Donc ça revenait plus ou moins à donner une minorité de blocage à Cesarini, étant donné que comme il a des votes doubles, il était quasiment à 12% de droit de vote, donc 12 plus 15, ça faisait quasiment 30, et vous atteignez assez vite la minorité de blocage. Donc ça, j'avais expliqué que pour nous, en tant qu'actionnaire minoritaire, c'était pas possible, hein. Il fallait pas que ça se passe comme ça. Donc là, pour le moment, dans le traité, j'attends le traité d'apport, mais pour le moment, j'ai pas vu d'obligation des fonds de voter dans le sens de Cesarini, ou même des Canadiens de voter dans le sens de Cesarini. Il est clair que si ils avaient remis encore une fois cette clause, ça serait vraiment, pour moi, ça serait un point de non-retour. Quelle que soit la beauté de la société, tout le monde connaît, c'est une société que j'adore. Je trouve qu'ils ont fait des choses au niveau opérationnel complètement dingues. À mon avis, ils ont des choses à faire au niveau politique oufissimes, parce que c'est un des seuls acteurs qui a une marque dans l'antivirus en France, dans l'antivirus B2C. En France, on a énormément de champions de la cybersécurité et tout, et on a des choses à faire sur la reconnaissance des virus, ce genre de choses, en travaillant sur des actifs B2C, parce que l'avantage des virus dans les mondes du B2C, c'est que comme vous allez avoir un nombre de PC protégés très très important, vous allez avoir affaire à un nombre de signatures de virus qui est très très important, et vous pouvez créer une base de données. Et si vous voulez, il y a des acteurs qui ont des bases de données de signatures de virus oufissimes, comme Kaspersky, ce genre de choses. Et en Europe, c'est vrai qu'en France, on n'a pas ça. On l'a un peu dans le B2B, mais c'est encore différent. Mais on l'a pas dans le B2C. Et je pense que Clara Nova, c'est quelque chose qui peut amener cette compétence à travers les Canadiens en France. Et politiquement, c'est quelque chose qui me plaît, moi. Après, ils en sont au tout début. C'est plutôt encore un actif pourri, Adaware. Donc il faut qu'ils réinvestissent dedans très fortement. Donc il y a des choses à faire. Ça se fera avec le temps. Mais voilà, c'est quand même des choses qu'il faut surveiller. Sur la partie AvantQuest, ça a toujours été la même chose. Ils font de la croissance sur le SAS. Moi, je trouve qu'ils commencent à développer quand même des projets qui sont intéressants. L'Ascard, ils commencent à le développer. Ils ont réussi à le pousser avec Opera. Voilà. Soda, PDF, ils commencent à pousser ce genre de choses. Bon, moi, vous savez un peu ma vision. Je pense que c'est une entreprise qui devrait investir beaucoup plus et arrêter de faire de la rentabilité comme maintenant. Après, le marché français, c'est un marché de pignouf, hein. Donc quand vous êtes une entreprise un peu trop compliquée, les analystes ils vous disent on vous comprend pas, donc on vous valorise pas. Ça c'est simple, hein. Quand on comprend pas, on valorise pas, comme ça on n'a pas à travailler. C'est malheureusement vrai chez beaucoup d'analystes. C'est bien dommage. Mais sinon voilà, au niveau du trafic, si vous regardez les sites web, c'est... Il n'y a pas grand chose. C'est pas une explosion et c'est pas une implosion non plus. C'est ISO constant, mais quand vous êtes dans du SAS, vous pouvez être ISO constant et faire une très grosse croissance. Voilà, vous allez chercher vous allez chercher plutôt le revenu par utilisateur, ce genre de choses. Et surtout, vous avez autre chose, c'est qu'avant, vous faisiez une vente, la personne utilisait le logiciel et puis c'était fini. Et il fallait lui revendre le logiciel au prix fort après. Et donc en fait, vous envoyez beaucoup de trafic vers les sites pour faire un petit nombre de ventes à la fin. Quand vous faites du software as a service, c'est un peu différent. Vous allez essayer de garder les gens très longtemps, donc en fait vous allez peut-être faire moins de trafic mais plus de chiffre d'affaires, parce que la typologie du trafic, la typologie des gens que vous ciblez, vous allez peut-être payer plus cher votre marketing aussi pour cibler des prospects de meilleure qualité, mais vous allez les garder plus longtemps, ce genre de choses. Donc si vous payez du marketing très cher, vous cherchez des prospects de très grande qualité, vous n'allez peut-être pas avoir des millions de visites. Si vous achetez de la pub à la con à 2 centimes le clic, vous pouvez en acheter des dizaines de millions de visites
et donc vous allez avoir énormément de visites sur votre site. C'est pas, il faut vraiment comprendre ce que le groupe veut faire et ce genre de choses. Donc voilà. Tac tac tac. Tout ça j'ai répondu. Tu parlais d'OPA. Attendez, hop, je vais mettre en pop-up comme ça va être bien mieux. Alors, non pas ça. Hop, c'est mon chat que je vais mettre en pop-up. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'ai mis le chat en pop-up, donc ça va être bien mieux. Voilà, maintenant que c'est fait. Tu parlais d'OPA conditionné au seuil des 90% pour le retrait. Crois que Schneider a conditionné son offre de 90% au seuil non, pas apparemment. Oui, ils peuvent le faire. Après, je pense que Schneider, leur volonté, c'est de contrôler de plus en plus leur actif. Et donc, à la limite, ils ont peut-être intérêt à récupérer ce que la bourse veut bien leur donner, après acheter sur le marché, puis un jour ou l'autre, ils passeront les 90% et ils diront bah, c'est le prix auquel vous sortez et vous êtes obligé de sortir. Parce que maintenant, l'AMF a fait des telles règles que avant, il fallait 95% d'une société pour vous obliger à sortir les minoritaires. Maintenant, il en suffit de 90%. Et il y a même des géants, parce que j'en ai rencontré il n'y a pas longtemps, des banquiers qui me disaient il faudrait qu'on passe au seuil des 80%. J'ai failli m'étouffer. J'ai dit bah oui, bien sûr. Oui. Les majoritaires français, ils n'ont pas assez d'avantages à l'heure actuelle dans les marchés. Il faut leur en donner d'autres. Mais vous comprenez, ça arrange certains banquiers d'affaires parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un certain paquet de deals à faire parce qu'il y a beaucoup de majoritaires, ils ont 50-60% du capital et s'ils avaient la possibilité de squeezer tout le monde à 80% quand les marchés sont bas ou ce genre de choses, ils s'en donneraient à cœur joie. Bon, moi je pense qu'on serait tous gagnants si les majoritaires arrêtaient en France un peu d'être opportunistes comme ça et cherchaient plus à avoir des valorisations correctes pour donner des valorisations qui nous rapprochent des valorisations des Américains, plutôt qu'à passer leur temps à essayer de sortir les minoritaires au bas coût, à s'introduire au coût le plus élevé possible et à essayer de mettre entre guillemets une cartouche aux investisseurs parce que c'est la richesse des investisseurs qui fait les futures valorisations des sociétés, qui fait l'attrait de la bourse de Paris et qui donne de la possibilité à ces sociétés, parce que sinon après forcément vous avez des sociétés qui se traînent avec des valorisations faibles, mais c'est en partie dû aussi à ces dirigeants qui sont pour la plupart opportunistes. Mais on va éviter de trop parler du sujet, après je me tiens des sales réflexions et après on veut plus que j'intervienne dans les colloques et des trucs comme ça. Le nouveau jeu d'Amazon est sorti récemment. Le jeu est-il réussi? J'y ai pas joué, donc je peux pas dire. Où se situent les ventes du lancement? Rarement on a de ventes, on a rarement de chiffres des ventes de manière précise aussitôt dans le cycle d'un jeu, hein, parce que là on est sur quelques semaines. Par contre sur Steam c'est très très joué. Je vous encourage à aller sur SteamDB. Je sais pas si vous connaissez. Alors SteamDB, et je vais vous le mettre dans le chat. Et en fait sur SteamDB vous pouvez avoir tous les jeux qui sont joués, d'accord, sur Steam. Et vous voyez absolument tout. Donc je vous encourage à cliquer dessus. Moi c'est une des choses que j'utilise pour investir dans le jeu vidéo, d'accord. Vous allez sur SteamDB. Alors ce que j'ai mis là c'est pas le bon lien forcément, parce que ça vous met sur le tarif de la page de prix. Or on s'en fout des prix, c'est plutôt ça. Voilà. Et vous voyez, vous avez Counter-Strike par exemple, 711 000 joueurs aujourd'hui. New World, vous avez 678 000 joueurs aujourd'hui. Donc c'est quasiment le jeu le plus joué sur Steam. Donc c'est quand même une très 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 bonne chose. Donc vous voyez aussi qu'il y a des choses, vous avez tous les jeux que vous connaissez. Donc vous avez Apex, Grand Theft Auto, Team Fortress, Destiny, ce genre de choses. Bon, il y a des jeux qui sont pas là, comme Fortnite, ce genre de choses. Il faut aussi relativiser ça, parce que ça ne concerne que la typologie de joueurs qui jouent sur Steam, qui est un peu différente des joueurs casuals, ce genre de choses. Donc c'est quand même des choses qu'il faut... voilà. Vous avez les jeux qui sont trending, donc qui sont tendance. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes aussi pour voir s'il y a des nouveaux jeux, des nouveaux éditeurs qui sont tendance, ce genre de choses. Ça vous permet de voir un peu ce qui se passe, ce qu'il y a d'intéressant. Voilà. C'est toujours intéressant pour trouver des nouvelles idées d'investissement, ce genre de choses. Ça vous permet de vérifier aussi que les jeux ont bien marché ou pas sur Steam. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Ça vous montre aussi vraiment le nombre d'outils que vous avez maintenant en tant qu'investisseur.
pour vous aider dans votre décision. C'est colossal. Vous dire que vous pouvez plus ou moins savoir si un jeu a marché le jour de sa sortie, voilà. Quand Warren Buffett il investissait il y a 20 ou 30 ans, il ne pouvait pas savoir si un actif allait bien marcher et si les ventes de Coca-Cola elles étaient bonnes le jour de la sortie d'un nouveau Coca-Cola. Hein. Il ne savait rien. Hein. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses intéressantes et il faut vraiment continuer. J'avais réussi à en avoir à 3.5 à l'époque. Attends, alors, mais j'ai revendu bien trop tôt. Ah, des Amazon. Ah, ça, c'est des boules. Hein. Un commentaire sur Navia. Je ne fais plus de commentaires sur Navia parce que les gens, ils me prennent la tête sur Navia. Voilà. Donc, je fais plus de commentaires. J'ai essayé d'en faire. J'ai essayé d'être... qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai essayé d'être le plus factuel possible sur cette société. Voilà, alors des fois j'ai peut-être mal expliqué, j'ai peut-être été trop vite dans mes explications, voilà, je sais pas, il y a sûrement des choses qui sont ma faute, hein, ça c'est clair, parce que ne serait-ce que quand j'ai expliqué le système qu'ils avaient sûrement vendu leurs Zoka et tout, bon, j'ai pas expliqué en détail tout le mécanisme intellectuel qui m'avait poussé à faire ça. J'ai copié des captures d'écran, voilà, enfin j'ai mis des captures d'écran. Fallait expliquer tout le processus et tout. Bon, après, je vous dirais que ceux de la secte Navia à l'époque qui étaient venus me voir en DM pour m'insulter, je leur avais bien expliqué le processus. Ils se gâchent bien de dire que je leur avais expliqué en détail ce qui me poussait à croire ça. Et voilà. Donc voilà, moi je vous dis, je vous ai prévu, ça valait 4 euros. Il y avait des red flags. Malheureusement, ces red flags, ils se sont montrés. C'est aussi pour ça qu'il faut faire toujours attention. Excusez-moi, je vais enlever Slack parce que sinon il y a le boulot qui sonne dans tous les sens avec mes sociétés que j'ai achetées récemment et voilà. Donc mon CTO va me spammer. Donc voilà, on recommence. Donc sur Navia, voilà c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. C'est une superbe société sur l'aspect technique, je l'ai déjà dit. C'est pas non plus la société que certains vous vendent sur Twitter. Ça, c'est pas hyper méga en avance non plus. Hein. Il y a vraiment des problématiques. Il faut aller sur le terrain, parler avec des gens qui ont vu ces problématiques. C'est très sympa de faire rêver les gens, de faire machiner. S'ils arrivent à te déployer aussi bien en Japon, c'est vraiment que le Japon et la Corée, c'est des territoires exceptionnels pour Navia parce que vous n'avez pas les problématiques qu'on a en Europe et tout, de personnes qui passent en plein milieu, n'importe comment, ce genre de choses. Après, voilà, ce que vous cherchez, c'est du matos qui va marcher partout dans le monde, quoi. Donc voilà, vous avez un besoin aussi d'investissement qui est très très fort et une société de forte R&D qui est sous-capitalisée, c'est le pire investissement pour l'actionnaire. Pourquoi? Parce qu'une société de R&D, c'est une société qui brûle du cash. Si elle est sous-capitalisée, ça veut dire que la plupart des actionnaires ne la comprennent pas et donc ça veut dire qu'en fait le temps joue contre vous. Parce que chaque année, elle est obligée de lever du cash, elle n'a pas le choix, c'est ça où elle meurt. Et donc en fait, à chaque fois, vous avez le vent en face, et si le vent tombe pas, bah, c'est la merde. Voilà, c'est vraiment la merde. Et en l'occurrence, bah là, sur Navia, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils ont besoin de lever du cash tout le temps, ils n'ont pas de cash, et ils sont obligés d'investir pour se tenir à jour. Les salaires dans leur secteur, ils ont explosé, ce genre de choses, et du coup, bah voilà, si vous n'avez pas de partenaire, Navia, ce serait une superbe société si elle valait 1 milliard, qu'elle avait un actionnaire majoritaire qui met des ronds et voilà, qu'elle avait en cash 500 millions et qu'elle vous dise notre objectif c'est à 10 ans. Et que vous aviez un actionnaire majoritaire qui fait des opérations de refinancement une fois de temps en temps à coût de centaines de millions d'euros. Mais sinon, voilà. Dites-vous bien une chose, si Tesla est devenu Tesla, c'est parce qu'ils ont fait des opérations de refinancement, qu'ils ont fait ce genre de trucs et qu'ils ont levé des centaines de millions d'euros parce qu'ils ont surinvesti, hein, largement. Et si vous avez beau avoir la meilleure tech, si vous n'avez pas d'investissement et si vous n'avez pas d'argent, la volonté tout seul c'est puissant, mais généralement si vous n'avez vraiment pas d'argent, ça marche pas. Il faut la volonté et l'argent. Si vous êtes un politique, vous pouvez avoir pas d'argent et beaucoup de volonté, parce que vous pouvez faire beaucoup de choses avec la volonté. Si vous êtes un investisseur, enfin si vous êtes un chef d'entreprise, si vous avez beaucoup de volonté mais pas d'argent,
faites pas grand-chose. À la limite, vaut mieux être un investisseur, avoir beaucoup d'argent et pas beaucoup de volonté. Vous avez plus de chances de réussir quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Alors je sais, ça se dit pas en Europe, on n'aime pas dire ce genre de choses et tout, mais voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc je pense que chez Navia, voilà. Et en plus chez Navia, je pense que, et ça c'est vraiment un truc que j'avais dit aussi, le management à l'époque, il y avait quelque chose de problématique. Et d'ailleurs, bah regardez, ceux qui vous disaient, ouais, on a débauché une top pointure qui vient d'un grand de l'automobile, spécialisé dans le B2B en plus, ça vous montre les qualités, les trucs, bah le mec, quelques mois après, il est parti. Hein. Donc voilà. Et quand vous êtes vraiment dans une vision et dans la construction de quelque chose, généralement sur ces boîtes-là, il faut quand même que vous ayez un management qui soit stable et sur lequel vous ayez confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance, ça explose. Et ça, c'est les biotech françaises, par exemple. On a des très bons managers, mais la plupart, ils ne pensent qu'à eux. Et en plus, les autres, ils sont très mauvais. Donc du coup, la valorisation du secteur, elle est au fond de la piscine. Mais ceux qui me disent c'est la faute des Américains, c'est la faute de Sanofi et tout. Bon, Sanofi, il fait pas ce qu'il faut pour faire développer le secteur de biotech française et européen dans son ensemble. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas que Sanofi. C'est parce que les mecs de chez Inat Pharma, c'est des branquignoles qui font des choix branquignolesques et qui savent pas les expliquer. Et quand ils nous pomment 150 millions de dollars en allant acheter une molécule à AstraZeneca, et ils nous l'expliquent sur une conférence de 20 minutes en disant pas qu'ils vont faire sauter leur BSA l'année prochaine ou ce genre de choses. Donc forcément, les actionnaires, ils ont les boules. Les mecs de chez Genfit, le concurrent Intercept, c'était des gens qui n'étaient pas très logiques non plus. Si Genfit, ils n'étaient pas logiques non plus. Mais les mecs de chez Intercept, ils avaient la capacité de dire qu'ils n'étaient pas tout à fait logiques, mais qu'ils allaient essayer de niquer la FDA. Donc ils ont réussi à faire quelque chose, alors que les mecs de chez Genfit, ils sont juste partis à la fin de l'histoire. Et ils ont laissé les dettes, et puis c'est tout. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Il y a quand même... Les faibles valorisations françaises sont quand même dues aux acteurs qui sont présents dans la bourse. C'est pour ça que j'essaye de vous familiariser à la stratégie, à ce genre de choses, parce qu'après en AG, vous êtes capable de remettre en cause ce que disent les dirigeants, de voter, de machiner, et moi je pense que la fronde, elle peut venir des petits actionnaires et des petits fonds qui doivent faire valoir leurs idées et qui doivent protéger les investisseurs individuels et remettre un équilibre dans le marché. Oui, Pharmasimple, c'est la même chose, c'est une très belle boîte. Et finalement, voilà, la société, elle est mal gérée, elle a mal été chercher de la valeur et tout. Pharmasimple, s'ils n'étaient pas capables d'arriver à la rentabilité et pas capables d'investir, ils avaient qu'à faire une seule chose. Ils avaient qu'à aller voir une société comme Zure de Rose et leur dire on est prêt à vous vendre Pharmasimple. Voilà, Zure de Rose, ils faisaient une OPA ou alors ils venaient investir dans Pharmasimple et voilà. Mais il faut essayer de faire des choses. Et quand vous avez plus vraiment de... Je pense qu'un management doit tout faire pour essayer de limiter la dilution, quitte à se vendre. Et que si après toutes les recherches, on ne trouve pas de solution, effectivement, on va vers des solutions de dernier ressort pour sauver les emplois et on va sur des solutions d'OCA, de ce système comme ça et tout ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de managers qui vont dans la simplicité de ces OCA, qui lèvent des millions, ça les fait rêver. Alors en plus, les fonds, ils vous appellent en vous disant votre boîte, elle est magnifique, on va investir des millions, machin et tout. Ouais. Rien du tout. Ils veulent juste massacrer le cours, récupérer leurs quelques pourcentages de commission et leurs quelques pourcentages en allant vendre les titres à la hache sur les marchés. Et c'est tout. Voilà. Et tout ça, ça détruit le marché français. Donc comme l'AMF ne fait rien là-dessus, je pense que c'est aux actionnaires minoritaires de faire des choses, d'aller renverser les dirigeants. C'est pas normal, par exemple, vous êtes quasiment certain que la majorité des titres de Cybergun sont détenus par des investisseurs particuliers. Largement, c'est pas normal qu'il y ait eu aucune révolte un jour avec des gens qui arrivent et qui disent Hugo Brunière, fini, on le vire. Et si vous voulez, je préfère les actionnaires de Stentis qui ont préféré envoyer leur boîte à la liquidation judiciaire et avoir rien du tout plutôt que faire un pacte avec le diable et d'aller diluer et d'aller plomber les actionnaires pendant des années et des années. Donc voilà. Donc moi je pense que pour ça il faut que nous en tant qu'actionnaires on se bouge un peu et je pense que c'est de la responsabilité de tout le monde de faire de l'écosystème français un vrai écosystème qui n'est pas bon que pour le private equity et pour les investissements dans les startups mais qui aussi débouche à quelque chose sur le marché parce que sinon de toute façon un jour ou l'autre
ça posera problème. Soit nos sociétés auront toutes ce côté quand elles auront une certaine taille aux États-Unis, soit ce genre de choses. Donc aussi, voilà, je pense que c'est une problématique de tout le monde. Des managers qui ne sont pas compétents et qui n'ont pas la bonne vision, des actionnaires minoritaires qui ne vont pas assez aux AG, qui ne votent pas, des fonds qui ont trop une vision consensuelle avec les managements et qui ne veulent pas assez aller au conflit et qui passent plus de temps à prospecter pour lever des fonds qu'à vraiment étudier les sociétés et aller au conflit avec ces sociétés-là et dire qu'ils ne sont pas d'accord et qu'il faut que les choses changent. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, passons, ça je pourrais parler des heures et des heures. Voilà. En attendant, il y a toujours des gens qui nous mettent des gros bâtons dans les roues. La preuve, Natixis, ils ont enflé la moitié de leurs clients et ça a été avec la bénédiction des pouvoirs publics et de l'AMF, ce qui est un véritable scandale. Que penses-tu des résultats de Genoé? Le marché n'a pas apprécié apparemment, ils ont trouvé les résultats pas mal. Ils sont repassés à la rentabilité. Alors, ils sont Lyon-Pôle Bourse en ce moment. Je devais y être, mais je sais pas trop quoi. Il paraît que je suis pas un investisseur institutionnel, donc j'ai pas pu aller au salon. Donc voilà, je vous dis comme on me l'a dit quand je me suis inscrit. Value, il a réussi à y aller, mais bon, on a plus ou moins le même portefeuille, mais bon, je pense que je suis pas encore assez riche. Donc j'ai pas une taille de portefeuille assez importante pour eux ou je conviens pas à leurs critères, enfin j'en sais rien, c'est dommage. Du coup je voulais vous permettre de poser des questions à ces boîtes là. Mais c'est un bien pour un mal parce que Value y est, du coup il me fait un retour, j'ai pu poser mes questions à travers Value, donc bon, finalement à la fin ça change pas grand chose. Hein. Il y a juste 2 ou 3 sociétés que moi j'aurais été voir et que lui il va pas voir, mais bon sinon voilà. C'est partie remise, j'irai à d'autres rendez-vous, à d'autres forums, et je vous permettrai de poser vos questions. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça me permet d'aller au forum Transition à Nice, qui était aux mêmes dates, et il fallait faire un choix. J'avais plutôt fait le choix de m'orienter sur un truc plus bourse. Forum Transition, c'est créé par Aqua Asset Management, qui est un ancien, dont le PDG est un ancien au conseil d'administration de Mint et qui détient une société qui maintenant est cotée sur Euronext qui s'appelle Transition Evergreen et qui est vraiment voilà, dans la transition énergétique, ce genre de choses. Il y a vraiment des grosses pointures à ce salon-là. Donc j'essaierai de vous faire un retour tous les soirs en vidéo pour les clients de Carbone Millionnaire du service de Etienne. Et peut-être que je tournerai des petites vidéos là-bas qu'on mettra sur YouTube et tout. Je vais essayer de faire ça quelque chose de dynamique. Ou peut-être qu'on fera des petits lives Twitch le soir pour que je vous parle un peu de ce qui s'est passé, ce qui a été intéressant, ce que j'ai trouvé intéressant, pas intéressant, les boîtes que j'ai vues. Voilà. Pour ce qui concerne du coup Genoé, il les a vus aujourd'hui, Value, et il a trouvé que c'était très très positif et qu'il y avait sûrement possibilité d'avoir un très bon second semestre. J'en sais pas plus parce qu'il était encore dans les entretiens cet après-midi, donc il m'a pas dit en détail ce genre de choses. Voilà. Je suis pas actionnaire de Genoé, je sais pas si lui il l'est. Voilà. Je sais que Philippe est actionnaire de Genoé aussi et que Philippe pense beaucoup de bien de Genoé et de son management. Il m'a dit à quel point il pensait que le dirigeant de Genoé était quelqu'un de très très compétent qui en plus a lourdement investi dans la dernière AK de la société et je crois que là avec la baisse on est en dessous de l'AK, donc peut-être c'est une bonne société. Moi je pense que leur techno elle est intéressante, leur positionnement il est intéressant. Ils ont obtenu un très gros contrat avec la biotech qui veut combattre la mort de Jeff Bezos. Altos Biotech ou Altos, ou je sais plus comment elle s'appelle, la biotech de Jeff Bezos, mais ils ont eu un contrat avec eux sur des technologies comme ça pour faire des tests sur des rats. Donc c'est intéressant. Sur des rats ou des souris, je sais plus. Donc c'est vraiment une boîte très très intéressante. Donc c'est possible que dans les semaines à venir, j'en prenne un petit peu. Alors ça doit pas être un conseil d'investissement pour vous, je vous dis pas d'investir dessus, j'ai pas encore fait tout mon process de recherche dessus, mais c'est une boîte que j'aime bien, peut-être pour un petit ticket. Après c'est quand même encore cher en ce moment, mais c'est des valeurs qui dès qu'elles vont délivrer du chiffre d'affaires, ça va aller dans la marge, que dès qu'il va y avoir de la marge, ça va aller dans le cash, et du coup il va y avoir une création de cash très très rapide. Voilà. Après je pense qu'il ne faut pas que la croissance elle se plante au deuxième semestre. Ça c'est clair qu'il faut que ça délivre. Le delta, ça ira à la casse si ça ne délivre pas de la croissance au deuxième semestre.
Sur Navia, les gens sont tombés amoureux de cette valeur et de leurs émotions qui parlent. Non, je pense que on peut tomber amoureux d'une valeur. Ça, moi, je défends les gens qui vous disent faut pas tomber amoureux de cette valeur. Ça, c'est comme vos copains qui vous disent tu te rends compte, faut pas que tu tombes amoureux de cette meuf, elle est pas bien et tout. Ouais, qui ils sont pour juger? Si vous voulez tomber amoureuse d'une meuf qui est pas bien, bah voilà, vous tombez amoureux d'une meuf qui est pas bien. Des fois, on décide pas, on tombe amoureux et c'est très bien de tomber amoureux. Moi, je suis tombé amoureux de plein de choses, il fallait pas tomber amoureux, voilà. L'important c'est que ça vous bouffe pas, donc il faut faire attention non plus à ce que tomber amoureux vous fasse pas faire de trop grosses conneries. C'est-à-dire si vous me dites je suis tombé amoureux de Navia, j'ai mis 100% de mon portefeuille dessus, je vous dirais ouais faut arrêter. Si vous me dites je suis tombé amoureux d'une meuf qui fait que de me tromper et je vais me suicider pour elle, bon voilà. Mais je suis amoureux de plein de valeurs, Amazon, ce genre de choses, je suis attaché à plein de valeurs, et bah c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut juste avoir un minimum de sang-froid face à ça. Pas être dans l'amour béat en disant je vais tout faire pour la société ou pour la personne. Et après, je trouve que on tombe souvent amoureux de choses qui nous touchent. Donc voilà, on essaye de guérir le cancer, ça nous touche, ce genre de choses. C'est le jeu. Il faut savoir le gérer. Il faut pas se laisser emporter par les émotions. Mais se dire, je vais faire un mur, moi je suis amoureux d'aucune valeur, je suis attaché à rien et tout ça, franchement ça c'est du bullshit. Et moi je vous dis, attachez-vous aux valeurs, connaissez les valeurs, connaissez les managements, mettez de l'affect, parce que quand on met de l'affect dans les choses, on a plus de relations. Et quand on a plus de relations, c'est plus palpable. Et donc on est plus vraiment dans le truc et on apprend plus de ses erreurs et on est vraiment là-dedans. Après ça doit se faire avec intelligence, c'est toujours la même chose, avec intelligence. Et allez pas mettre de l'affect en vous disant la moindre société qui me dit qu'elle va nous rendre riches, qui vont changer le monde, je vais devenir amoureuse d'elle. Non, non, non. Mais des sociétés qui font des belles choses depuis des certaines années et dont vous tombez un peu amoureux, comme Esker, ce genre de choses, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est que vous sachiez gérer cet amour. Voilà, c'est tout. C'est comme avec votre enfant. Vous avez une fille, vous voulez la protéger, vous êtes amoureux, voilà, parce que c'est votre enfant, mais vous n'allez pas lui mettre un carcan et l'empêcher de faire n'importe quoi et tuer le moindre petit copain qu'elle va ramener à la maison. Bon, bah là, c'est la même chose. Voilà, c'est pareil. Il faut l'équilibre. C'est comme tout, je vous parle souvent d'équilibre, bah là c'est la même chose, il faut de l'équilibre. Ouais, voilà, bah, médian typiquement c'est une valeur, on peut en être un peu amoureux parce que c'est vraiment une valeur très très intéressante avec un aspect intéressant pour nous la France dans l'indépendance, des solutions de santé, l'IA, ce genre de choses. On peut y en être un peu amoureux. Après je vous dirais que les gens qui viennent me voir et qui me disent oh, j'ai 50% de mon portefeuille en médian, je leur dis vous êtes des tarés, des grands tarés. Voilà. Donc voilà, même Matt il a 25% de son portefeuille dessus. Moi je serais pas serein à sa place. Voilà, je vous le dis. Parce que si ça délivre pas, c'est chaud. Donc voilà. Mais on peut être attaché à une valeur. On peut même vendre une valeur à laquelle on est attaché. Moi je pense que ça c'est important. Que vous soyez amoureux d'une valeur, c'est pas un problème. Mais par contre il faut savoir l'acheter et la vendre. Si vous me dites je suis attaché à l'histoire de Navia, j'ai envie de comprendre, de continuer à la suivre parce que je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font, je pense qu'il y a de la valeur et tout, je vous dirais tant mieux. Mais par contre, voilà, il faut pas être amoureux fou, faire un all-in, être incapable de vendre, être capable que d'appuyer sur le bouton acheter, ce genre de choses. Ça, pas possible. De toute façon, c'est comme avec votre femme, vous pouvez pas être tout le temps derrière elle, en train d'être là à lui acheter des trucs, de l'avoir près de vous en permanence. Les gens, ils ont besoin de vivre leur vie, d'être un peu à droite, à gauche, machin, et puis voilà. On n'est pas tout le temps avec sa femme. Et ben là, c'est la même chose. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Après, attention, ce que je vous dis là, c'est ce qui marche avec moi. Peut-être qu'avec vous, c'est différent. Moi, j'ai combien de grands pontes de la bourse qui m'ont dit Arthur, faut jamais être amoureux d'une valeur, c'est pas bien et tout, machin. Moi, comme je suis un jeune con, j'ai décidé de pas faire comme eux. Peut-être qu'un jour, je m'en mordrai les doigts. Mais voilà. Je pense qu'il faut pas être amoureux fou, mais amoureux de valeur, on peut l'être. Voilà. On va prendre une dernière question, puis après, je vais y aller, je pense. Comme ça, on aura fait quelques minutes. Et ouais, on aura fait 1h30. Et voilà. Comme d'habitude, hein, bah, n'hésitez pas hein, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à
à participer à la vie de notre chaîne YouTube. Hein. J'essaye de répondre aux questions qu'il y a dessus. N'hésitez pas à commenter et à mettre un pouce bleu sur nos vidéos parce que ça nous permet d'avoir un meilleur référencement. N'hésitez pas à partager la conférence sur la Chine. Voilà, ça aussi ça nous aide beaucoup, hein, parce que la conférence sur la Chine en plus ça fait des ventes du service, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, voilà. Sur Twitter, n'hésitez pas à me taguer si vous avez envie que je réponde à des questions, ce genre de choses. J'essaie de répondre quand c'est possible. Quand ça concerne des valeurs du portefeuille, malheureusement, je ne peux pas répondre en public. Mais sinon, j'essaye de répondre. Et voilà, n'hésitez surtout pas à partager nos vidéos avec les gens que vous connaissez, ce genre de choses, pour qu'ils apprennent à connaître la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche aussi, hein, sur la chaîne YouTube pour être prévenu quand il y a des nouvelles vidéos, voilà, à poser vos questions dessus, à interagir, à venir sur Twitch aussi, de plus en plus nombreux. Ça nous aide à me dire ce que vous voudriez qu'on analyse, qu'on poste comme vidéo, voilà, ce genre de choses. Plus vous serez nombreux à nous suivre et à nous donner de l'importance et de ce genre de choses, plus justement on aura de capacité à vous faire du contenu le plus qualitatif possible. Voilà, il n'y a plus de questions. Je laisse encore 2-3 minutes s'il y a des questions. Et puis après, on va s'arrêter là. Et j'essaye de vous faire une récap du forum transition demain et après-demain. Voilà. Bah, la semaine prochaine, le prochain live, voilà, ce sera le prochain live sur le gaming, ça sera du coup le mercredi 17h30, comme le lundi avant, mais ça sera mercredi à partir de la semaine prochaine et de cette semaine. Voilà, après, peut-être demain, en revenant du Transition Forum, je ferai un petit truc, je peux pas vous assurer. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch et comme ça vous aurez la notification, puis au pire on remettra les vidéos sur YouTube. Donc voilà, si vous n'êtes pas là en live, c'est pas grave. On va essayer de faire un programme de live un peu plus chargé bientôt. Après, il faut que j'ai le temps de mettre en place beaucoup d'autres choses dans ma vie avant de structurer les lives. Parce que je vous avouerai que vous êtes 30-40, donc vous n'êtes pas non plus un truc qui me rapporte énormément d'argent. Ça me prend beaucoup de temps. Donc il faut que je structure d'autres choses avant de pouvoir faire des choses comme ça. Même si moi, je le fais pas pour l'argent, mais pour m'amuser. Malheureusement, ma vie n'est pas qu'amusement. J'aimerais bien. J'ai des responsabilités maintenant. J'ai vieilli. J'ai des employés. Allez, on va s'arrêter là, avant que je dise trop de bêtises. C'était encore une fois un plaisir de vous avoir avec moi, hein, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à la-rédaction.tech@publication-agora.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos avis, vos retours. Si vous êtes satisfait de nos services aussi, n'hésitez pas à envoyer des mails en disant ah, je suis client Newtech Insider, je suis satisfait. Si vous avez besoin qu'on tourne une vidéo de promotion, ce genre de choses, je suis là, ce genre de choses. C'est peut-être des choses, on peut vous demander de le faire. En plus, si vous êtes parisien ou ce genre de choses, moi, c'est des choses que je tournerais bien dans les locaux d'Agora. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails au service client. Comme ça, après, on vous a sous le coude et le jour où je viens à Paris, on peut se faire une petite bouffe, tourner une petite vidéo, machin, pour montrer aux clients que vous êtes vraiment satisfait et que c'est pas non plus que le marketing d'Agora, on vous fait des tartines et des trucs en vous disant c'est magnifique, c'est très bien. Que derrière ça, qui peut faire peur à certains, il y a vraiment des clients satisfaits. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine fois.